Un an après sa conférence dénommée Appel pour sauver la transition, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a convié les hommes des médias pour une fois de plus s'exprimer sur la marche de la transition. De prime abord, il a fait le point des initiatives qu'il a prises après la première conférence, notamment les rencontres avec les autorités du pays. Par la suite, il est revenu sur 5 grands sujets de préoccupation selon lui, à commencer par le processus de paix et de réconciliation. Dans le document de l'année dernière, j'ai indiqué très clairement, et ce que je continue d'ailleurs de réitérer, la paix, on ne la construit pas avec des armes. La paix, on la construit dans le dialogue. Les armes peuvent y contribuer, mais la paix se construit dans le dialogue. Et justement, l'idée du dialogue intermalien, c'était pour que nous puissions parler avec ceux qui sont des facteurs d'insécurité. Mais nous avons tous été surpris de voir que nos autorités d'emblée ont exclu du dialogue intermalien ceux qui sont en train de se battre et qui causent des peines aux Maliens tous les jours. Et nos autorités ont clairement assimilé au groupe rebelle le caractéristique de groupe terroriste. Le dialogue intermalien a été vidé de son sens avant même de commencer. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous regardez les conclusions du dialogue intermalien, vous verrez que les Maliens ont clairement indiqué qu'il faut qu'on parle au groupe rebelle et qu'il faut qu'on parle au groupe terroriste. Ce que les Maliens ont toujours dit depuis 2017, depuis la conférence d'entente nationale, le dialogue inclusif de la période de IBK 2019, les assises de la refondation 2021 et ce dialogue intermalien 2024, la position de nos compatriotes a toujours été claire. Et là encore, c'est le lieu de rappeler et de dire, si on veut la paix, il faut qu'on se parle. Si on veut la paix, il faut discuter. En second point, la question dite énergétique. La question énergétique qui est à la base, en partie au moins, d'une crise économique profonde vécue par notre pays depuis maintenant 2 ans. Des milliers et des milliers de nos compatriotes qui perdent leur emploi. Des milliers et des milliers d'opportunités perdues. Et des dizaines de milliards de pertes même pour l'État. Sans parler des conséquences sociales et tout ce qui va avec cette pénurie d'électricité. Pendant l'année 2024, nous sommes passés par des drames. Et je suis sûr que chacun et chacune d'entre vous dans cette salle, vous avez un drame personnel à expliquer lié à cette question d'absence d'énergie. Au moins un drame personnel. Et une année après, nous sommes encore dans la même situation au moins. Et je pense, si vous aviez suivi les interventions du chef de l'État du 31 décembre et de récemment en Bambara, la conclusion logique est que nous sommes partis pour vivre encore longtemps cette question de pénurie d'énergie. Alors que nous avons des solutions pragmatiques et concrètes. Cette question de pénurie d'énergie, elle peut être source de grandes difficultés cette année 2025 et elle peut, y compris, déstabiliser la transition si on n'y fait pas attention. Donc encore une fois, sur cette question aussi, il est bon d'avoir un esprit pragmatique et d'avoir surtout la préoccupation de soulager la vie de nos compatriotes, de sauver ce qui peut l'être de notre économie, parce qu'il s'agit de cela. L'énergie est indispensable à l'économie. Ensuite vient le sujet économique. L'année dernière, pour illustrer les difficultés économiques, j'avais parlé
des questions de dette fournisseurs de l'État. Et l'année dernière, et en 2023 et en 2024, je n'ai cessé de rappeler cette situation. L'État a finalement décidé en fin d'année 2024 de libérer des ressources pour payer les dettes fournisseurs. Mais aujourd'hui, quelle est la proportion des dettes fournisseurs qui a été réellement payée? Quelles sont les ressources qui ont été allouées à ça? Qu'est-ce qui reste à payer? À mon avis, peu de monde le savent. Mais les fournisseurs individuellement continuent à se plaindre. Certains ont vu une partie de leurs dettes, dont certaines remontaient souvent jusqu'en 2022, 2021, ont vu une partie de leurs dettes payées, mais restent encore en attente d'une très grande partie de cette même dette sur l'État. Donc la situation des dettes fournisseurs reste toujours d'actualité, sans parler des autres difficultés financières et des difficultés économiques du pays et de l'État. Et ces difficultés sont encore plus importantes que les questions de paix, de sécurité ou d'autres questions. Parce que finalement, ce qui compte pour chacun d'entre nous, en tant qu'individu, c'est le prix des condiments le matin. Et c'est qui est l'élément le plus déterminant. Et ce qui compte pour chacun d'entre nous, c'est la capacité à payer nos dépenses de santé. C'est la capacité à payer les frais de scolarité des enfants et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est que chacun vit tous les jours. Et cela est lié à l'économie du pays. Là aussi, personne, je dis bien personne, ne peut dire que la situation du pays en ce 8 janvier 2025 est meilleure économiquement à ce qu'elle était au 8 janvier 2024. La question de liberté a été aussi abordée par l'ancien Premier ministre. J'ai indiqué en 2024, le 8 janvier, que les libertés se restreignent. Nous déplorions en ce moment certains de nos concitoyens en exil pour des raisons d'opinion. Nous déplorions en ce moment certains de nos concitoyens en prison. Et de manière générale, une chape de plomb, un climat de peur règne dans le pays. Les gens ont peur de s'exprimer individuellement. Et ce climat de peur, ces restrictions de liberté, je les ai déplorées. Pendant l'année 2024, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire. Parce que pour la première fois en 30 ans, nous avons eu la suspension des activités politiques dans notre pays. Nous avons eu évidemment plusieurs autres arrestations, plusieurs autres cas de restriction des libertés. La situation des libertés dans notre pays continue à se restreindre. Et je vous assure, cela n'est pas dans l'intérêt de nos gouvernants. Je l'ai toujours dit. J'ai dit, quand vous dirigez un pays, vous avez intérêt à ce qu'il y ait des voix divergentes. Vous avez intérêt à ce qu'il y ait des critiques. Vous avez intérêt à ce qu'il y ait de l'opposition, parce que cela vous aide à savoir ce qui se passe. Mais si vous essayez d'étouffer toutes les voix divergentes, vous n'allez avoir que des applaudissements. Mais attention, que des applaudissements intéressés. Les jours où vous avez des problèmes, tournez votre tête et vous allez voir que ces applaudissements, comme par hasard, se sont transformés en reproches. Ce sont les mêmes qui vous applaudissaient qui vont vous jeter des pierres quand la situation tourne. Et il a terminé par la question du retour à l'ordre constitutionnel. Il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, beaucoup de nos compatriotes ne voulaient pas entendre parler d'élections pour des raisons qui leur appartiennent. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes qui étaient sur cette position ont changé de position, dû aux difficultés qu'ils vivent. Les Maliens se rapprochent de la situation où ils se disent « Et il faut que nos autorités entendent. Et il ne faut pas qu'ils s'ouvrent à cela quand c'est trop tard. » La difficulté auxquelles nos compatriotes font face sont en train de s'exacerber.
Et franchement, si nous ne changeons pas de direction, si nous ne changeons pas de politique, moi je ne vois aucune raison que ces difficultés s'améliorent ou qu'on corrige ces difficultés. Des échanges interactifs ont mis fin à cet exercice de l'ancien Premier ministre Moussa Mara avec les hommes des médias.